Vous savez pourquoi Wano Kuni a voulu fermer ses frontières? Bah voyons, pour pouvoir stopper l'immigration. Bah si, l'immigration, l'immigration, l'immigration. Les mecs, rigolez un peu là, oh. Bon. Pourquoi on est là déjà? Ah oui, le chapitre 819, où avais-je la tête? Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons ensemble ce soir pour la review du chapitre 819, intitulé Momonosuke, le fils héritier du clan Kozuki. Alors, c'était un très bon chapitre, mais en même temps, un chapitre assez simple. Et avant de toute chose, avant de commencer, j'aimerais juste dire, ce chapitre, c'est le début de la fin de One Piece. Finalement, même si c'est pas exactement la fin de l'arc Zou, et du coup c'est pas exactement la grande transition vers le prochain arc, mais j'ai senti que là, et aussi un petit peu avec le chapitre précédent, on nous évoque le One Piece, on nous évoque Raftel, ça faisait longtemps qu'on nous avait pas mis le mot One Piece dans un chapitre de One Piece, et là encore une fois on a une alliance qui est en train de se sceller, on a de nouveaux enjeux, et clairement on se rapproche de la fin les amis. Même si, bien sûr, on a encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver à la fin, énormément de choses. Mais là où certaines personnes pouvaient trouver que Dressrosa ralentissait le rythme de l'histoire et le rythme de la narration, la progression, eh bien, je pense que Zou a rattrapé mais à une vitesse hallucinante. Vous voyez, Dressrosa a accumulé un retard de ouf, et Zou, en quelques chapitres, a rattrapé le retard, mais de la manière la plus incroyable qui soit, quoi. En quelques chapitres. Je dirais même, les quelques chapitres post chapitre 800, 801, 802, 803, et les chapitres qui ont suivi la venue de Jack sur l'île de Zou, en fait, voilà. Mais donc le chapitre, au-delà de cet aspect-là, avait plusieurs points intéressants dans ce qu'il racontait. Premièrement, bon, je vais aller rapidement, je vais faire ça rapidos. La raison en fait de l'enjeu principal qu'est Momo, c'est tout simplement, c'est que il est le potentiel détenteur d'informations que détenait Oden Kozuki. Donc ça, c'est un petit peu démenti puisque on apprend dans ce chapitre que Oden Kozuki n'a délibérément pas donné l'information à ses proches, tout simplement pour pouvoir les sauver, les dédouaner de cette menace, parce que c'est quand même, quand tu connais un secret, quand tu as une information, tu es potentiellement une cible en fait. Donc effectivement, il a protégé ses proches et son fils de cette manière, et il l'a dit à personne. Enfin, si j'ai bien compris, a priori, Momo n'est pas au courant. Ça pourrait être une révélation, finalement il était au courant, mais enfin voilà. Mais voilà, donc on comprend enfin pourquoi Doflamingo s'intéressait tant que ça à Momo, et de la même manière, donc César Clown, puisqu'il était le subordonné de Doflamingo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tous sont intéressés par la même chose au final. Vous voyez, Doflamingo qui était là en mode ouais, moi je suis un petit peu un outsider, je suis un pirate gris, je suis pas vraiment à la poursuite de rêves, de tous les rêves que tous les pirates naïfs peuvent avoir. En l'occurrence, on savait qu'il était intéressé par le titre de roi, de souverain, mais il y avait plus dans son fort intérieur une revanche contre les dragons célestes, si vous voulez. Enfin, contre ceux qui ont projeté sa famille dans les abysses, si vous voyez ce que je veux dire. Doflamingo voulait remonter. Être roi des pirates, c'était pas tant le titre de roi des pirates, c'était surtout le fait de remonter les échelons, regagner par lui-même les titres de noblesse qu'on lui avait volés. Bon, en l'occurrence, on comprend ça, donc. Par la suite, donc, on a un petit moment sur Wano, et des informations assez intéressantes. On apprend que Wano Kuni, le daimyo de Wano Kuni, Oden Kozuki, souhaitait rouvrir les frontières. Et donc, c'est expliqué dans le chapitre, ça fait référence à une période de l'époque Edo, enfin une période,
un aspect donc de l'époque Edo qui donc s'étale de la 1641 à 1853, donc c'est une assez longue période dans le Japon féodal, et qui était dirigée sous le shogunat Tokugawa. Tokugawa c'est un shogunat qui est fondé par Tokugawa Iedatsu, un truc comme ça, je vais pas dire de bêtises, je vais vérifier tout de suite. Ah, c'est pas très professionnel, je sais, non c'est Ieyasu, pardon. Vous savez, c'est durant l'époque où il y a eu la guerre entre Shingen Takeda, Oda Nobunaga, c'est à peu près cette époque-là, vous voyez. D'ailleurs, Oda Nobunaga, ça m'a toujours fait penser à Eiichiro Oda. Quand je vois Eiichiro Oda, je vois Oda Nobunaga. Donc voilà. Et donc, on apprend que c'est un petit peu de la même façon que à l'époque Edo, où ils avaient fermé les frontières pour des raisons à la fois politiques et économiques. Eh bien, apparemment, Wano Kuni a fermé ses frontières également. Alors, on savait que Wano Kuni était un état assez indépendant, qui ne souhaitait pas vraiment rentrer dans le système mondial, mais finalement, il pourrait y avoir d'autres raisons à cela, et donc des raisons plus récentes liées au shogun et à l'alliance avec Kaido. Et donc, je dirais, avec la guerre civile que je pense est en train de se jouer à ce moment-là à Kaido, enfin, secrètement pour l'instant, et qui va pas tarder à éclater. Donc l'enjeu carrément, c'est ici demandé par Kanjuro et Kinemon de tuer le shogun Tokugawa. Et Tokugawa, donc, si c'est donc le shogun de Wano, je pense que ce serait un personnage très intéressant. Parce que on a Kaido qui est un mec super balèze, un grand Yonko, un grand parrain si vous voulez du Nouveau Monde. Mais là, qu'il soit obligé de s'allier à un shogun au lieu de se projeter lui-même comme Kaido pourrait très bien arriver et dire bonsoir, je m'appelle Kaido, je suis balèze, regardez mes muscles, vous vous calmez tous et je deviens le shogun. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait très bien pu faire ça. En l'occurrence, s'il est obligé de faire ami avec un shogun, pour pouvoir s'allier avec Wano, enfin disons faire de Wano un état allié, je suppose que c'est ça finalement, il est possible que ce shogun de Wano soit un personnage assez important. Et je pense également qu'il y a pas mal encore de personnages qu'on ne connaît pas et qui sont très importants. En l'occurrence, j'aimerais juste vous faire part d'une toute petite théorie. Il y avait un daimyo de Ieyasu Tokugawa. Alors eux ils sont pas de la période Edo, donc là c'est un petit peu, j'étends un petit peu, mais en fait il y avait à chaque fois il faut dire un chevalier, mais c'était un samouraï très connu qui s'appelait Honda Tadakatsu. Pour ceux qui regardent l'anime Sengoku Basara, vous connaissez forcément ce personnage, c'est l'espèce de samouraï bionique, enfin bon voilà quoi, avec une perceuse, c'est Sengoku Basara, faut pas s'attendre à de la sobriété, mais voilà, c'est ce gros samouraï. Et en fait, dans la vie réelle, dans l'histoire, il était connu pour porter sur son casque des grands bois de cerf, comme ça. Et moi je me dis un truc, c'est typiquement le genre de matière historique que Oda peut se donner un cœur joie à exploiter, et ça veut rien dire ce que j'ai dit, peut s'en donner à cœur joie. Ouais, la phrase était de toute manière assez bizarre dès le début, donc voilà, c'est le genre de truc que Oda aime bien exploiter. Et je pense qu'on pourrait très bien avoir, pas forcément un mec qui s'appelle Honda Tadakatsu, mais peut-être un mec qui ressemble un petit peu à ce personnage, et qui serait un Zoan du cerf. Ce serait ouf. Alors, je sais pas si ce serait plus les Ushi Nomi ou Uma Nomi, parce que Uma Nomi c'était les chevaux, et Ushi Nomi c'était, il me semble, les girafes et les bisons, qui avaient le même dans cette même catégorie. Enfin, bon, peu importe, c'est un détail, mais enfin je pense que ça peut être assez rigolo d'imaginer voilà, une référence un petit peu à ce personnage historique. Juste pour dire une anecdote assez marrante, à l'époque le Sakoku, qui était en fait dans l'époque Edo, c'était le nom qu'on avait donné à cette espèce de glacis d'isolation que le Japon s'était donné, et il a été terminé en 1853, justement donc à la fin de l'époque Edo, justement, c'est tout concorde, tout coïncide, parce que les Américains, ces bons vieux Américains, dans toute leur finesse, sont arrivés avec leur flotte de guerre massive et leurs 3 mâts avec tous les canons, commandé par le Commodore Matthew Perry, et il a forcé le Japon à commercer avec eux. Donc voilà, c'est juste l'anecdote historique. Je trouve que voilà, c'est assez amusant, parce que souvent voilà, on peut condamner les mecs qui veulent se renfermer sur eux-mêmes, mais ceux qui veulent
absolument délibérer, voilà, expressément forcer les gens à s'ouvrir au monde, sont pas forcément des enfants de cœur non plus. En l'occurrence, là, la volonté de Wano, c'est plutôt de s'ouvrir dans un sens positif, c'est de se libérer de la contrainte politique que leur impose le shogun, j'imagine. Bon. Passons au second point qui est l'alliance que propose et qui conclut un peu le chapitre avec, enfin c'est pas exactement ce qui conclut le chapitre mais j'en viendrai à la fin de la review, l'alliance en fait qui se conçoit en fait dans le chapitre entre les Mink, les pirates, les Mugiwara et les ninjas. Alors ce que j'adore c'est que les samouraïs c'est devenu tous des ninjas, hein, bon. Mais ouais, on s'en fout. D'ailleurs, j'aimerais dire un truc, Kinemon, franchement, son pouvoir c'est clairement du jutsu, hein. Pouvoir transformer des petits trucs en vêtements ou je sais pas quoi, la transformation ça fait vraiment penser à du jutsu. En plus il y a de la fumée quand il l'active, donc c'est assez marrant. Et d'ailleurs c'est un pouvoir je crois qui a été détenu par le renard de feu, hein, qui pouvait transformer des choses, il me semble hein. D'ailleurs Kinemon s'appelle le renard de feu, donc si c'est pas une référence... Enfin le renard de feu je pense au renard à 7 queues, hein, oui, dans Naruto, enfin dans la légende japonaise de toute manière. Donc cette alliance, elle est intéressante parce que, encore une fois, donc voilà, l'alliance grandit, hein. Non seulement on a la flotte des alliés, des capitaines alliés, maintenant on a l'alliance Mink Samouraï, et donc on peut penser que c'est l'alliance Kozuki, mais qu'il y aura d'autres clans hein, japonais, d'autres clans de Wano qui vont se lier à l'alliance. On peut imaginer qu'il y aura des clans qui seront fidèles au shogun et des clans qui seront fidèles aux daimyo rebelles, enfin à Momonosuke du coup. Donc voilà, on entend Inuarashi dire ouais, Jack on a été nul face à lui, mais on a notre vraie puissance là, ça y est, on a notre atout dans notre manche, on va pouvoir montrer notre vraie puissance. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, j'ai été très intrigué. Je me dis ah yes, super, la vraie puissance des Ming, j'ai envie de voir ça. Mais ça sera peut-être dans longtemps. Et à la fin du chapitre, je me suis dit mais non, ça sera pas dans longtemps, ce sera dans les prochains chapitres. Et évidemment, je vais en parler de ça juste après. Mais avant de parler donc de l'arrivée de Jack, puisque c'est de ça dont je veux parler, je vais parler juste de Luffy et Momonosuke, leur bref échange qui était très intéressant, qui finalement traduit pas mal des intentions de Luffy, finalement de son développement intérieur en tant que personnage, si vous voulez. Luffy, vous voyez, c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un adulte, pas encore, c'est pas quelqu'un qui a des grandes idées, il ne se bat pas pour des grandes idées. Il est assez instinctif, Luffy. Luffy, s'il y a des choses qui lui plaisent pas, il va pas le faire. S'il y a des choses qui lui plaisent, et ben il va le faire. Et puis voilà, et il marche comme ça. Il est assez frivole. C'est la nature de Luffy. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il grandit. Luffy au départ, son rêve c'était juste de voguer sur les mers avec n'importe qui. Maintenant, à chaque fois qu'il a rencontré des ennemis, il était obligé de faire des choix, il était obligé de se dire bon, lui c'est vraiment un enculé, faut vraiment que je débarrasse ce pauvre village de ce mec là. Mais en l'occurrence, le fils est jamais un grand programme de libération du monde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est pourtant le fils du plus grand révolutionnaire. Mais en même temps, Luffy, lui, il est frivole, son esprit, il le laisse un petit peu libre, voilà, il ne le construit pas avec voilà, une pensée révolutionnaire, il veut pas libérer les gens du gouvernement mondial, tout ça. Il a jamais rien, il a pas, si vous voulez, un combat intérieur contre les dragons célestes. Par contre, si les dragons célestes shootent ses amis, ça va chier, voilà. D'ailleurs, le dragon céleste qui s'était pris un gros point à Shabonni, c'était parce qu'il avait tiré sur Hachan. C'est pas parce que c'était un dragon céleste, c'est parce qu'il s'était comporté comme une grosse merde, voilà. Cela dit, le fait qu'il soit un dragon céleste, c'était déjà une grosse merde, on est bien d'accord. Ça faisait déjà de lui une grosse merde. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que Luffy, quand il dit non au début à Momonosuke et aux autres, c'est pas juste parce qu'il veut pas les aider, c'est juste que, ouais, ça l'intéresse pas, les gros combats politiques. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est bien, c'est juste que c'est la définition du personnage de Luffy. Luffy, c'est pas juste le grand héros au grand cœur, non, Luffy, s'il y a des trucs qui le font chier, il va pas le faire, ça va l'ennuyer. Ce qu'il veut, c'est l'aventure. Et si l'aventure, elle peut s'accompagner d'une certaine forme de justice à sa manière, pas une grande justice, mais une justice à sa manière, personnelle, eh ben c'est mieux. Et c'est justement un peu ça qu'il essaye de faire ressortir chez Momonosuke en fait. Parce qu'au départ, il parle à Seiki qui lui demande en fait de faire une alliance. Et bah ce sont les Mink, ce sont les samouraïs, tout ça. Mais Luffy, voyant que le principal intéressé c'est quand même Momonosuke, et que depuis tout à l'heure, depuis tous les chapitres là, depuis quelques chapitres, il commence à en avoir marre un petit peu de son attitude un peu hautaine. Luffy, il veut que Momonosuke parle avec son cœur un petit peu, au lieu d'être juste l'héritier, parler en tant qu'héritier. Et là, Luffy, il le pousse un peu à bout en lui disant mais
toi tu fais que pleurer. Pourquoi tu pleures? T'es pas censé être l'héritier, t'es pas censé, voilà. Évidemment, c'est pour le pousser à bout. Et Momonosuke, finalement, il a une réaction que Luffy attendait, c'est-à-dire une réaction très concernée, en fait. C'est pas juste parce qu'il veut se battre pour Wano, et ça. C'est parce qu'au fond, il a une raison très particulière. Bien sûr que c'est pour aider Wano, bien sûr qu'il y a un problème éthique et moral. Mais Luffy, lui, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop ce qui le concerne. Luffy, ce qu'il veut, c'est, pour se battre, c'est des motivations très physiques, très incarnées. C'est des motivations qui sont liées à des émotions très puissantes. Des mecs comme Dragon, ils n'ont pas besoin de ça. Dragon, lui, c'est un analyste, c'est un mec rationnel. Il va voir que les dragons célestes foutent la merde partout. Et il n'a pas forcément, peut-être que ce sera le cas et qu'on l'apprendra plus tard. Mais Dragon, c'est des mecs, les révolutionnaires, c'est des mecs qui n'ont pas besoin, enfin, pas pour tous en tout cas, de subir un traumatisme ou tout ça, parce que ce sont des révolutionnaires, des analystes de politique, si vous voulez, de la situation. Luffy, c'est pas ça. Luffy, il a besoin de motivation du cœur, pas forcément de motivation de la raison. Et l'une n'est pas forcément mieux que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a une certaine forme d'irrespect envers la personne de l'héritier de Wano, mais en même temps un grand respect envers la personne du petit garçon qu'est Momonosuke. Et c'est un peu ça en fait qu'il arrive à comprendre. Momonosuke, quand il a cette espèce de dialogue intérieur, de flashback intérieur dans sa tête, et d'ailleurs c'est très intéressant le fait qu'il entende des voix. Ça me fait penser au moment où il était en train de gravir l'escalier de la baleine et qu'il entendait des voix. Et je pense que, est-ce que c'est juste des voix? Est-ce que c'est pas vraiment juste, enfin, des souvenirs si vous voulez? Est-ce que c'est juste des souvenirs? Est-ce que c'est pas plus que ça? Peut-être plus des voix qu'il entendrait et qui seraient en fait des souvenirs transférés par, je ne sais pas, le poneglyphe ou je sais pas quoi. On peut imaginer ça. Bon, c'est un peu attiré par les cheveux, me direz-vous, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est intéressant. On apprend aussi que sa mère est morte, qu'elle a trépassé des mains de Kaido, et on voit Kaido qui semble avoir rencontré Momonosuke, et on voit que Momonosuke a vraiment une dent contre Kaido, une dent, c'est vraiment peu dire, et il a vraiment la rage contre Kaido parce qu'il a tué ses parents. Et donc c'est une rage qui est incarnée, c'est pas juste une rage d'idées. Même si l'une peut suffire pour les rivaux, les révolutionnaires, pour Luffy qui n'est juste qu'un pirate, lui il lui faut des motivations intérieures, quoi, vraiment profondes. Voilà. Sinon, ouais, j'aimerais juste parler vite fait, mais très vite fait. Faudrait quand même. Là, c'est très grave, très sérieux ça, mais il y a quand même de l'humour vraiment génial dans tous ces chapitres. Plein de petits détails entre, par exemple, les petites chamailleries entre Inuarashi et Nekomamushi, elles sont excellentes. Et aussi un truc génial, quand Luffy dit ouais, Sanji, il vaut au moins 1000 gars. Et juste après, il y a Zoro qui dit attendez, moi c'est 2000 gars que je vaux, ok, juste pour que vous sachiez, bon, je suis quand même bien au-dessus ce cuistot de merde. Et il y a Nami qui fait oui, on sait. Et ça me fait vraiment penser au débat qu'il y a toujours entre les fanboys de Zoro et les fanboys de Sanji. Si vous voulez, moi je suis un fanboy de Sanji, mais j'arrive à admettre que Sanji est moins fort. Et ceux qui disent tout le temps ouais, mais Zoro il est plus fort. Et moi je suis un peu comme Nami, je dis oui, mais vous inquiétez pas, on sait. Et c'est pas la peine d'être à chaque fois le dire tout le temps. Ça veut pas dire que Sanji n'est pas c'est une merde ou tout ça. Voilà, Sanji c'est un très bon personnage et un très bon guerrier, enfin un très bon combattant. Enfin voilà, donc voilà, c'était juste un petit passage assez amusant. Avant-dernière chose, donc voilà, Luffy ensuite il dit quelque chose qui m'a un petit peu gêné, c'est ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va alors attendez, il faut que j'aille à la tea party, il y a tout ça à régler. Bon alors attendez, j'ai une idée, je vais aller à la tea party, je vais ramener Sanji, et vous allez rien faire. Et là je dis non, bah non, j'espère que non, j'espère qu'au contraire il va y avoir une division de l'équipage avec d'un côté Zoro qui va peut-être aller à Wano, et ça serait parfait, putain, ou Zoro à Wano, Zoro qui serait le leader des... Enfin disons le leader, c'est pas vraiment... C'est le second quand même, Zoro qui pourrait diriger les opérations à Wano, ce serait cool. Et puis il est entouré, c'est pas comme s'il était tout seul, il y a l'équipage, il y a les samouraïs, donc voilà, il y a Kinemon, tout ça, bon. Et moi j'aimerais bien peut-être que Brook vienne avec Luffy à la tea party, parce que Brook semblait vraiment connaître des choses sur les Vinsmoke. Donc j'aimerais bien que l'équipage se sépare un peu équitablement, que ce soit pas juste Luffy. Mais j'ai vraiment pas envie qu'il y ait juste un arc où il y ait juste Luffy, et puis ensuite on revienne sur Zou et... on revienne sur l'équipage avec Zoro, tout ça. Non, attendez, on va pas se séparer encore une fois très longtemps de personnages principaux. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, dernier point évidemment, vous l'attendez tous, le retour de Jack. Alors bon, moi je pensais que Jack n'allait pas revenir en tant que méchant final de Zou. A priori donc, si, c'est le méchant de Zou. J'aurais bien aimé que Zou soit un arc sans méchant, ça aurait été un arc extrêmement original, un arc dont l'adversité ne se passe que dans les flashbacks, c'était vraiment original.
Mais en fait finalement non. Et donc là quelque chose qui est vraiment assez incroyable. Enfin on reparle de Zunesha, de cet éléphant qui est quand même une énorme énigme. Énorme c'est le cas de le dire. Et Jack en fait il dit ah, je vais juste le buter. Je vais le buter. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment il veut s'y prendre. Et aussi un petit truc à noter, et Jack c'est quand même un putain de torture, enfin de tortionnaire. J'ai du mal à comprendre le dessin au début. Vous avez vu ce qu'il a fait de Chipset Shama, enfin Chipset c'est vous savez l'espèce de Zoan, enfin de Smile mouton. Il l'a torturé en fait, il le tient comme ça par les pieds, enfin il est ficelé par les pieds, il est tout ensanglanté, enfin bon. En fait, il s'est fait complètement torturer, Chipset, mais bon, c'était quand même un peu une grosse merde, c'est vrai, il fallait un petit peu le corriger, j'aurais fait pareil. Mais enfin voilà, donc ça nous montre bien le caractère de Jack. Enfin, Kaido et Jack se ressemblent tellement, je trouve. Enfin bon voilà les amis, donc c'est un petit peu ce que j'ai pensé de ce chapitre, très intéressant, simple, mais avec de la bonne progression, et finalement j'ai le sentiment que là ça y est, on est passé dans le dernier quart de One Piece, c'est parti. Et finalement, c'est pas plus mal. Les choses vont être beaucoup plus tendues, beaucoup plus badass. Là ça va être... on n'a plus le temps pour déconner, les amis. Allez, je vous dis à la prochaine.